15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, humoriste performeuse de One Woman Show, chroniqueuse à la radio, à la télévision, chansonnière aussi et actrice française. Elle a joué au théâtre, dans des séries télévisées ou encore au cinéma. Aujourd'hui, Sandrine Saroche vient nous voir pour son 6e spectacle éponyme au Théâtre des Mathurins. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invitée et ce, en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Sandrine Saroche. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui pour bien sûr découvrir votre actualité. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous découvrir et à venir vous voir la semaine dernière au Théâtre des Mathurins, ce que je vous disais tout à l'heure en off. On va donc tenter de savoir également dans cette émission qui a un ADN un peu particulier, qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, même si je le dis souvent que c'est parfois indissociable. Pour ce faire, je vous demanderai tout d'abord 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Oh là. C'est les pires trucs, c'est les pires questions. C'est pas des cadeaux, je sais. Non, c'est les pires questions. Entre ça et pitchez-moi votre spectacle, c'est vraiment... Ça, je vais gérer, ça va aller. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais dire C'est très compliqué, ça, c'est un truc, je ne sais pas. Compliqué, complexe, trop, déjà. Parce qu'il va falloir que je choisisse, et que comme choisir, c'est renoncer, je vais renoncer à tellement de choses. Alors, on va pas choisir, on va en dire plusieurs, et moi, je choisirai. Ça vous va ? Très bien. Alors... c'est provincial, mais parisienne aussi. Donc forcément paradoxe. Et c'est compliqué de dire, parce que j'ai envie de dire des belles choses sur moi, de m'auto-bénir, et en même temps j'ai pas envie de me la péter parce que c'est quand même pas moi. Donc c'est très compliqué. Voilà, vous me posez une colle. J'adore, parce que déjà j'ai envie de dire qu'il y a un mot qui ressortira évidemment, c'est complexe. Ou paradoxal. Bah évidemment, il y a le paradoxe, qui sort beaucoup. On est tous des paradoxes sur pattes, nous tous les humains. Sinon ce serait chiant. On dira rien de plus, ok ? Eh bien, on fera le travail, nous. Ouais. On va voir si ça colle alors, pour du moins de ce que l'on a entendu avec votre personnalité tout au long de cette émission. Le début, toujours le début. Sandrine Saroche, vous êtes née un 17 septembre, tout à la fin des années 60 à Toulon, une jolie petite ville que j'aime beaucoup. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors, une enfance heureuse, c'est déjà pas mal. Une enfance heureuse et gaie. Une famille du côté de ma mère franco-italienne, et du côté de mon père on était plutôt du côté pied noir, donc ça parle fort chez moi. Pied noir d'où ? D'Algérie ? Algérie, Sidi Bel Abbès plus précisément. Donc voilà, c'est un petit peu comment dire, c'est le coup de sirocco qui rencontre à la fois Pagnol et en fait et les Italiens, quoi. Donc voilà, ça parle fort, ça chante toujours, et il y a toujours de la place pour les gens qui passent, il y a toujours une place à table. Voilà. Donc des grandes tablées, j'imagine, un endroit confortable en famille, joyeux, avec beaucoup de joie, beaucoup de caractère aussi. Simple. Simplicité, parce que voilà, vraiment c'est où la nourriture, la bouffe, en fait, c'est vraiment très important. Donc voilà, du côté de mon père, là maintenant, en fait, la maison Saroche, c'est quand même assez connu. Il y a beaucoup de pâtisseries, donc la nourriture prend une part importante. Les repas ont une part importante, et voilà, on rit. Il y a toujours à la fin quelqu'un qui monte sur une chaise pour chanter une chanson et entraîner les autres. Et souvent c'est moi. C'est ça. Et donc ça fait de vous quel genre de petite fille ? Une petite fille. Alors moi j'ai été l'aînée des deux côtés. Donc j'ai été seule pendant quelques années, toute seule d'un côté et de l'autre. Donc forcément ça développe l'imaginaire, quand on n'a pas de frères et sœurs. Enfin moi ma sœur, j'avais 4 ans quand ma sœur est née. Donc ça développe l'imaginaire. Enfant de commerçant, ce qui fait des enfants quand même, je pense, un peu dégourdis. On est obligé de se débrouiller. Et quand même pas mal de solitude, parce qu'en fait les parents travaillent beaucoup, et donc forcément voilà, il faut s'occuper,
Et donc, c'est l'imaginaire qui prend le dessus. On va le voir parce que votre carrière artistique va se dessiner très tôt, puisque dans votre enfance, vous allez suivre des cours de piano, de solfège, de chant avant d'intégrer un cours de théâtre à partir de la 6e. Vous allez faire le conservatoire de Toulon, vous apprenez le chant lyrique. Est-ce qu'il y a un moment précis, je crois savoir d'ailleurs lequel, qui a été le déclencheur d'abord de cet amour pour la scène? Parce que la voix, on a compris que c'était à la maison, que ça s'est passé au départ, mais la scène, le fait de vouloir dire... Il y a eu plusieurs éléments, effectivement. Il y en a dans l'enfance, parce qu'en fait, on s'en rend compte quand on se retourne, rétrospectivement. Il y a bon, comme mes parents travaillaient beaucoup, j'étais souvent en colonie de vacances. Donc en colonie, j'ai tout le temps animé en fait les soirées, chanté beaucoup, etc. Donc j'étais toujours souvent au centre de la. Il y avait toujours une ronde. Au moment d'un veillée, et donc moi je suis souvent au centre en train d'entraîner les autres. L'école où la maîtresse me met sur le piano pour que je fasse chanter les autres. Une classe de neige en particulier où je chante, où je danse même le soir et où je vois que les autres le lendemain ne me parlent plus de la même façon. Et puis après plein de choses différentes et un concours d'éloquence par exemple aussi avec ça c'est bien des années plus tard Patrick Bruel donc est l'invité où je fais un concours d'éloquence et j'ai une standing ovation et 500 personnes qui se lèvent et là je me dis tiens il y a quand même quelque chose, il se passe quelque chose. Je tiens le bon bout. C'est à quel moment ce concours d'éloquence, vous avez quel âge à peu près? Voilà, c'était en 2000, donc comme je suis très très nulle en calcul, je sais plus quel âge, j'ai à peu près une trentaine d'années quoi. 31 ans. Voilà, 31 ans. Ouais. Vous allez quand même faire des études dites plus sérieuses, Sandrine Saroche, mais je crois que c'est pour satisfaire la famille plus que vous, ou pas? Non. Oui et non, en fait, bien sûr que c'est aussi toujours pour satisfaire la famille parce qu'on a entendu depuis la plus tendre enfance, d'autant que je viens d'une famille où ils n'ont pas fait d'études, donc forcément oui, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu fasses des études, etc. Mais c'était aussi pour me satisfaire moi, parce que j'avais envie justement, c'était un petit peu comme au casino, comme ça marchait, je continuais à jouer en fait. Vous allez choisir quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait éloigné parce que vous allez vous orienter vers des études en hippocagne, de droit à l'EFB je crois, vous allez obtenir un diplôme d'avocat, vous commencez une carrière de juriste à la CNIL. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque et du pourquoi vous avez décidé d'arrêter cette vocation-là? Ah bien sûr. Oui, je me souviens très bien que j'arrête pour plusieurs raisons, mais notamment le fait que je ne faisais pas ce pourquoi j'étais faite. Et j'en avais tout à fait conscience. C'était très intéressant, c'était formateur, c'était tout. Mais il y avait 7 semaines de congé, ce qui à l'époque était quand même beaucoup. Mais malgré tout, je n'avais pas trouvé ma place, voilà. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce pourquoi j'étais faite, et ce pourquoi j'étais faite, c'était la scène. Quand on regarde votre carrière et ce que vous avez décidé d'en faire, on sent quand même que ce background vous a certainement énormément aidé pour écrire. Oui. Ah bah oui. De toute façon, c'est un peu juriste un jour, juriste toujours. Quand on a cette formation de juriste, on peut pas s'en départir une fois qu'on l'a. Il y a une façon de raisonner, une façon d'être précis, une façon de raisonner à contrario, de voir tout ce qui est tous les détails. Et ça, effectivement, oui, ça m'a servi, évidemment. C'est exactement ce que je ressens déjà en vous voyant sur scène, mais aussi parce que vous avez inventé, ou en tout cas travaillé en faisant des spectacles privés pour les entreprises qui demandaient d'être comme un visagiste de l'entreprise. Vous faisiez, si je peux démocratiser le propos en disant ça, une forme d'audit pendant 1 heure. Qui a permis de mettre des gens un peu face à face et de changer le cours du destin de l'entreprise. Ouais, parfois ça m'est arrivé effectivement d'avoir dit quelque chose dans un spectacle privé et je me souviens notamment, c'était une grosse entreprise de BTP et j'avais pointé du doigt le fait qu'il y avait un comité uniquement masculin, il n'y avait pas de femmes du tout dans ce comité, et à la suite de mon intervention, ils ont fait entrer une femme. Alors après, il y a une loi
qui a effectivement demandé la parité. Mais à ce moment-là, oui, c'était un audit et un audit tout en douceur, hein, puisque c'était tout ça, c'était en se marrant. Évidemment, la vocation de ces spectacles, c'est toujours de créer du lien entre les employés. C'est ce que donc vous allez faire. Et c'est à 31 ans, concrètement, que vous décidez de vous consacrer à la scène, de mettre ce stop, en tout cas entre votre vie de juriste et celui d'artiste. C'est ambitieux, c'est périlleux. Vous quittez finalement tout ce qui est confortable pour vous réinventer, pour vous écouter et pour écouter ce feu qui brûle en vous, j'ai envie de dire. À quel moment il y a le déclic? À quel moment vous dites allez stop? Alors c'est au moment où puisque en fait on était deux, puisque j'étais mariée et on décide d'avoir un enfant et qu'on comprend que ça va être plus compliqué que prévu. Et donc là je me dis que ça plus ça en fait il fallait faire des analyses tôt le matin, etc. Et c'était compliqué avec un métier et je me suis dit c'est le moment, ce d'autant que mon métier me permettait d'avoir un congé sabbatique d'1 an. Donc je sautais dans le vide et pas. Donc j'avais la possibilité de revenir au bout d'1 an. Évidemment, je ne suis pas revenue. Est-ce que vous avez fait ce bébé? Oui. Très bien. Voilà, il a donc 20 ans. il y a une jolie consécration. Et il vient me voir ce soir au théâtre. Ça, c'est beau. Vous devenez alors auteur pour la télévision. À 38 ans, vous allez démarrer avec un premier one-woman show. Je suis Ségolène, inspirée, je crois, d'une... C'était pas un personnage fictif, effectivement. Inspirée du Nouvel Obs en couverture avec Ségolène Royal, suivi de Nos Amis les People, toujours inspirée de la réalité. Il en faut peu pour être heureux, ce qui est bien vrai également. La Loi du Talon, qui est peut-être un spectacle un brin féministe. On peut dire ça comme ça. Par la suite, Sandrine Saroche. Et donc, j'ai envie de dire que peut-être la suite aujourd'hui, la saison 2 de Sandrine Saroche continue. Est-ce qu'il y a un style, Saroche? Je sais pas, j'espère. Parce que c'est important d'avoir du style. Mais oui, il y a quand même une patte, il y a quand même toujours la musique, la chanson qui est présente dans le spectacle. Il y a une affection, je pense, particulière. Il y a une affection avec le public, une relation affectueuse qui est un échange, hein, en fait. Je leur donne ce qu'ils me rendent. C'est ça, on voit vraiment que vous vous adressez à eux comme à une famille. Finalement, vous attendez qu'ils interagissent avec vous, vous posez des questions. En venant vous voir, Sandrine Saroche, j'ai vu un spectacle multifacette. Je crois que c'est ça l'idée surtout de ce spectacle-là, de ne pas rester dans une case, dans un carcan. On vous retrouve dans des mini-scénettes inspirées, je pense, de la vie réelle, mais que vous avez sans doute aussi un petit peu imaginé. Toujours, il y a toujours un mélange de vrai et de fiction, mais tout part du vrai. Voilà, tout part du vrai. La vérité, c'est important. Bah oui, on le sent parce qu'à chaque fin de sketch, un peu border parfois, vous le finissez par cette phrase « ça passe encore, ça ». D'ailleurs, vous auriez pu appeler ce spectacle peut-être comme ça. On y a pensé. Voilà. Effectivement, ça passe encore, ça. Et la question reste en suspens. Parce que c'est en fait, moi, c'est ma façon d'être artiste. Je pense qu'on doit poser des questions. Pas forcément y répondre, ce n'est pas notre rôle, mais en tout cas, poser les questions. Est-ce que vous estimez, même si la question est très facile à poser, qu'aujourd'hui, plus qu'avant, on ne peut plus forcément tout dire? Parce que cette question pose ce postulat de se dire, est-ce que ça, aujourd'hui, à notre époque, ça passe encore ou on est limite? Je pense qu'il y a des choses qui passent aujourd'hui qui ne passaient pas hier et inversement. Hier, il n'y avait pas... il n'y avait pas de réseaux sociaux, ce qui permet à un des proches de dire, je crois, on m'a dit qu'il y a des juifs qui se sont glissés dans la salle. Et en fait, pourquoi ça n'a pas posé de problème finalement? Parce qu'en fait, on savait qu'il n'était pas antisémite, je pense. Et pareil, lorsque Coluche parlait d'immigration, on savait qu'il n'était pas raciste, donc il n'y avait pas de problème. Oui. Je crois que c'est ça. Et donc, ce qui fait que moi, je m'autorise certaines choses et je pose les questions. Voilà, j'ai pas forcément les réponses. D'ailleurs, je les ai pas. En tant qu'être humain, de citoyen, j'ai pas les réponses. Mais en tout cas, je m'autorise à poser cette question. Le fait de vous entendre dire ça me fait me poser la question de me dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on doute un peu plus de tout, un peu plus des autres et on se demande toujours ce qu'ils peuvent penser et donc la limite est assez fine entre on peut se le permettre ou pas? Je pense que c'est à toutes les époques on a dû se poser ces questions-là. Enfin, on peut pas. Notre époque a son lot d'horreur, de
de cruauté, de barbarie, mais hier c'était la même chose. Enfin, c'était une autre. On a parfois l'impression qu'une barbarie succède à une autre, et on a été éduqués en plus en se disant plus jamais ça. On pense que c'est la chanson de Louis Chédid. On pensait qu'elle ne reviendrait pas, la vermine. Et on voit qu'elle revient. Ouais. Et donc, alors je sais pas si on peut dire que c'est pire qu'hier et moins pire que demain. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Mais bon, voilà, j'essaye moi de faire mon œuvre et d'essayer de mettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Et c'est pas facile tout le temps. Sandrine Saroche, je vous pose cette question parce que vous avez plusieurs fois officié à la radio, à la télévision, dans diverses chroniques, que cela soit sur RTL ou encore sur Paris Première. D'ailleurs, une période, je crois, un peu marquante pour vous, c'est 2017, lors de votre arrivée sur cette chaîne, parce que vous dites, en parlant d'Emmanuel Macron de façon très drôle dans votre spectacle, plus il faisait des conneries, plus j'enchaînais les tubes. Ben, c'est vrai. Donc ça m'a fait rire, et ça m'amène à vous demander si vous avez senti le poids de la ligne éditoriale, puisque vous parlez aussi quelque part un peu de censure dans votre spectacle, avec une chanson très bien écrite d'ailleurs sur Emmène-moi danser de Dalida. Ah non, c'est pas Dalida, c'est Michel Thor. Oui, de Michel Thor, pardon. Ouh là, c'est très grave, moi qui adore Dalida. Oui, c'est vrai que je pense que la scène est un des derniers bastions de liberté. On parle pas de nos dîners privés, évidemment, où on peut dire beaucoup plus encore. Mais oui, effectivement, j'ai eu l'occasion d'avoir une censure qui n'était pas forcément d'ailleurs la chaîne qui m'a censuré, mais la boîte de production qui prépare et qui en fait c'est une question de personne. Je pense que ces gens-là ont peur de sauter, de perdre leur poste, et donc on m'a conseillé de modifier les paroles de ma chanson, ce que j'ai refusé. J'ai dit, écoutez, moi je ne ferai pas cette chanson. Je l'ai pas faite sur l'émission, sur France Télé, et je l'ai faite 2 jours plus tard sur RTL. Voilà. Et évidemment, je la fais sur scène. Elle est excellentissime, donc je ne vais pas tout dire, mais vous dites, vous avez tous voté Emmanuel Macron, le jeune vieux. Vous reprenez la phrase, les Français ne te méritent pas, que Brigitte Macron avait dit donc sur son mari, et vous vous adressez à lui en disant, pour chaque problème, tu as 10 solutions. 10 solutions. Sandrine Saroche, vous flirtez avec les mots, notamment quand vous imitez Delphine la coiffeuse à l'accent du Sud, qui a repris le salon de votre mère. Vous n'hésitez pas à tacler quelques politiques au passage, avec notamment ce shampoing à l'œuf qui est celui d'Éric Ciotti. T'as plus le Covid. Puello Coelho, Paolo Coelho, évidemment, l'alchimiste devient l'alpiniste. Il y a beaucoup de jeux de mots comme ça. Vous avez aussi le don de l'imitation. Vous parlez à votre public parisien avec la voix de Fanny Ardant. Et je voudrais savoir, qu'est-ce qu'elle dirait, Fanny Ardant, de la vie aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'elle dirait? Je ne sais pas. Je pense qu'elle dirait quelque chose un petit peu éthéré comme ça. Elle parlerait peut-être de la forêt. Elle décalerait le problème. Je pense, voilà. Je pense que Fanny Ardant, je la vois très bien parler de partir dans quelque chose d'un petit peu, éthéré. Mais peut-être que je me trompe totalement, je ne la connais pas. En tout cas, elle répondrait peut-être pour vous cela aujourd'hui, mais vous parlez beaucoup de la vie dans votre spectacle. Vous avez une très grande observation de la vie, avec humour, mais pourtant si vrai. Vous dites, en France, c'est dur pour tout le monde. Pour les pauvres, bien sûr, mais ils ont l'habitude. Ce qui compte, ce n'est pas d'être riche, mais de vivre comme des riches. Le riche se reproduit, le pauvre se perpétue, mais les riches et les pauvres volent tous dans les hôtels. Ouais. Ça plairait beaucoup à Gad Elmaleh. Eh ben oui, parce qu'il a ce fameux syndrome du blédard. Mais et puis on a peut-être un peu quelque chose de similaire dans l'observation. Effectivement, mais bon, après tous les humoristes ont un rôle d'observation, mais c'est vrai que moi j'observe beaucoup moi-même d'abord, et mes congénères. Oui, c'est vrai qu'on s'observe. Vous êtes mes petits rats de laboratoire. Vous chantez la liste de tout ce qu'il ne faut pas avaler dans une chanson dite anxiogène, une chanson féministe aussi, La loi du rap, qui dit que les talons sont le pénis des femmes. Vous imitez Véronique Sanson et La Baya, Claude François, les années 80, Vanessa Paradis, merveilleux, Indochine, Edith Piaf, Georges Brassens, Jane Birkin qui vous annonce vos impôts dans une carte postale musicale, ou encore Jean-Pierre, votre ami des îles. C'est des artistes qui nous livraient des chansons qui racontaient une histoire, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à dire.
Je sais pas s'il y a plus grand chose à dire, mais en tout cas, dans les chansons, raconte-moi une histoire. Moi, il m'arrive d'entendre des chansons et à la fin de la chanson, je sais pas de quoi ça parle. Il y a une succession de phrases, de mots. Parfois, c'est joli. Il y a des allitérations. Ça rime. Mais je ne sais pas quelle est l'histoire. Et c'est vrai que les chansons dont je parle et que je cite quand je fais un petit peu ce portrait de la chanson française de l'évolution, oui, les chansons racontaient une histoire. La chanson réaliste racontait une histoire. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui si on faisait une chanson réaliste? Est-ce que ce serait la complainte de l'influenceuse qui a perdu sa perche à selfie, la complainte de la pauvre végane qu'on invite à dîner dans un restaurant de viande? Bon, voilà, mais encore une fois, j'ai pas les réponses, je pose des questions. Tout en musique et bien sûr en chanson, vous décidez de nous remémorer une période difficile mais avec beaucoup de joie, où il y a plein de choses à dire aujourd'hui. Celle du Covid à l'aide de grandes voix pour commenter cette actualité politique, avec Georges Brassens qui chante « Quand Véran dégrafait son corsage », Francis Cabrel sur Jean Castex, François Bayrou sur « Il tape sur des bambous », Ziggy devient « Il s'appelle Ciotti ». Vous dites « J'adore mon pays, mais de temps en temps j'ai envie de me barrer », comme la majorité des Français. Mais pour aller où ? Pourquoi vous pensez qu'on veut tous partir ? Parce que je pense qu'en disant cette phrase, la personne qui est dans sa voiture se dit « mais tellement ». Ben voilà, tout simplement parce que je suis comme tout le monde en fait, et que régulièrement on se pose la question, si on devait partir, on irait où? On a tous fait, on s'est tous fait cette réflexion. Il y en a même qui font des benchmarks, Alors moi c'est ce que je dis. En plus je dis, moi si je veux continuer à travailler, il faut que j'aille dans un pays francophone. Donc où est-ce que j'irai quoi? C'est une vraie question. Je crois qu'on se pose tous cette question et j'ai pas la réponse encore une fois. Sandrine Saroche, le temps passe très très vite avec vous. On continue à parler de votre spectacle éponyme au Théâtre des Mathurins dans un instant. Mes chroniqueurs nous rejoignent également. David Schweiger pour la chronique théâtre, Annabelle Guiraud pour le billet du jour ou encore Christian Réchaud. Mais tout de suite, enfin dans un instant, c'est le rappel des titres. Restez avec nous en direct sur Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Cyrielle, bonjour à tous. Les 4 otages morts rendus à Israël dans la nuit ont été formellement identifiés ce matin par leurs proches et le Forum des familles d'otages. Il s'agit d'Ohad Yalomi, 49 ans, dernier captif franco-israélien. Tsahi Shidan, 49 ans également. Itzhak Elgarat, dano-israélien de 68 ans. Et Shlomo Mansour, 85 ans. Les 3 premiers ont été assassinés en captivité. Tsahal va rester indéfiniment dans la zone tampon à la frontière avec le Liban, annonce le ministre de la Défense israélien. L'accord de trêve entre Israël et le Hezbollah prévoyait pourtant le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban. En Turquie, le chef kurde Abdullah Öcalan annonce la dissolution du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Il appelle à déposer les armes. Ces 2 précédents appels à la trêve au début des années 2000 puis en 2013 avaient fait long feu, cédant la place à des flambées de violence. L'eurodéputée insoumise Rima Hassan a déclaré ce matin sur Sud Radio que le Hamas avait une action légitime du point de vue du droit international. En réaction, le ministre de l'Intérieur a annoncé signaler à la procureure de la République les propos de l'élu qui relèvent selon lui de l'apologie du terrorisme. Le syndicat Force ouvrière annonce quitter les concertations avec les partenaires sociaux sur les retraites. Les syndicats et le patronat doivent se réunir une fois par semaine jusqu'à fin mai dans un conclave pour tenter d'amender la très contestée réforme des retraites de 2023. Enfin, la Réunion est placée en alerte rouge cyclonique à partir de 19h, heure locale, du fait du passage du cyclone Garance. Il s'agit d'un cyclone tropical intense avec un paroxysme qui devrait intervenir en début de matinée demain, prévient la préfecture. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Sandrine Saroche et mes chroniqueurs en direct sur Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona. Radio J. Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole.
Il nous parle bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur. Le 9-10, Léa Moscona. À demain. Le Maguen David Adom présente mercredi 12 mars au Paris Country Club un événement unique, un combat pour une cause, 3 affrontements spectaculaires avec en point d'orgue Cyril Benzaken, 6 fois champion du monde de kickboxing. Entrez dans l'arène pour une soirée d'exception au profit des secouristes du MDA. 12 mars à 20h. Réservez vite votre place. mda-france.org. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J avec mon invitée aujourd'hui, Sandrine Saroche, pour son spectacle au Théâtre des Mathurins. Forcément, j'ai passé un très bon moment, Sandrine Saroche, où par le biais de votre tante Suzanne, qui cherche sa place dans le train, vous posez des questions très intéressantes, très puissantes, j'ai même envie de dire, où vous dites « on passe plus de temps à chercher qu'à dire ». Dans les conversations d'EHPAD, vous savez, c'est ces conversations où on se dit hier soir j'ai vu un film avec cet acteur américain. Comment il s'appelle déjà son nom m'échappe. Mais oui, on ne connaît que lui. Il a joué dans ce film qui s'appelle Mais on voit que lui dans la série Netflix en ce moment. Ouais. Il est marié avec cette actrice américaine qui est coiffée comme ça et voilà, etc. Et effectivement, c'est ce qu'on se dit. Les conversations d'EHPAD, c'est fluide, mais il y a des grumeaux. Voilà, on passe plus de temps à chercher qu'à dire. C'est très fort parce que dans le couple aussi, il y a toujours un qui se prend pour sa mémoire, tandis que l'autre se prend pour son disque dur. Et alors, forcément, ça pose un problème à un moment donné. Vous nous parlez du manque d'attention dans le couple, notamment avec une blague juive qu'on est obligé de faire aujourd'hui puisqu'on est sur Radio J. Évidemment. C'est l'anniversaire de mariage de Sarah et Moshe donc ils fêtent leurs 60 ans de mariage. Ils sont dans un beau restaurant, la nourriture est délicieuse, la musique est formidable et Sarah dit à Moshe, tu sais qu'en 60 ans de mariage, tu ne m'as jamais rien acheté. Et Moshe de répondre, tu ne m'as jamais dit que tu avais quelque chose à vendre. J'aime beaucoup parce que ça flirte avec le cliché et ça fait rire tout le monde, comme quand on peut rire de tout. Finalement, aujourd'hui, Sandrine Saroche, toujours sur le couple, il y a des chiffres très intéressants que vous donnez. Absolument. Un Français sur 2 est une femme. Oui. Une femme sur 2 est mariée. Oui. Le reste. Alors attention, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est le grosso modo, justement. Grosso modo, un Français sur 2 est une femme. Grosso modo, une femme sur 2 est insatisfaite. Grosso modo, une femme insatisfaite sur 2 est mariée. Grosso modo, une femme mariée sur 2 est tentée de devenir lesbienne. Grosso modo, une femme lesbienne sur 2 vote pour Marine Le Pen. Voilà. Et après, il y a la suite, mais que je ne dirai pas, puisqu'en fait, il faut venir voir le spectacle pour entendre la suite. Exactement. Vous nous parlez du divorce, où 2 couples sur 3 divorcent en région parisienne. C'est un chiffre qui est mirobolant. Vous connaissez, vous, des gens qui réussissent leur divorce plus que leur mariage ? Alors, justement, ce sketch-là, puisqu'il y a ce sketch qui s'appelle « J'ai réussi mon divorce », quelque part, elle s'appelle Marido. Et c'est en fait, j'ai voulu faire un sketch un peu sur le déni. Ouais. En fait, et voilà, c'était donc l'exemple du divorce. On a réussi notre divorce et notre enfant va très bien. Bon, il y a eu quelques petits problèmes de scarification. En tout cas, c'est de son âge, mais enfin bon, c'est ce qu'a dit le pédopsie qu'il suit à Sainte-Anne, etc., etc. Donc, et j'espère qu'il y a des gens qui réussissent leur divorce, puisqu'il y a tellement de divorces. On a dit 2 sur 3. Et ce que je dis, en fait, 3 sur 2 dans les territoires, évidemment, là, c'est pour montrer mon problème avec les chiffres. Mais j'espère qu'il y a des gens qui réussissent leur divorce. En tout cas, oui, je leur souhaite. Il y en a une, en tout cas, qui a l'air de réussir son divorce. Et alors là, je vous en prie, Sandrine Saroche, c'est vraiment la Madeleine de Proust, puisque je crois que c'est la 2e fois que vous l'évoquez dans un spectacle. C'est votre gardienne Linda. Oh, Linda. Forcément, qui se sépare de son mari Manuel parce qu'il est allé sur le site Passage du Désir. Ouais. Bah oui, il a acheté des choses que je savais même pas que ça existait. Et effectivement, Olinda, elle existe. Alors, elles existent. En fait, moi, j'ai découvert
découvert les Portugais en arrivant à Paris. Parce qu'en fait, à Toulon, j'habitais dans des maisons, des appartements. Il n'y avait pas de gardien, en fait. Hein. Ouais. Donc, je découvre les gardiennes en arrivant à Paris. Et en fait, Olinda, c'est un concentré, c'est une compilation de toutes les gardiennes que j'ai eues à Paris. Et ce qui est très marrant, c'est quand ma gardienne vient voir mon spectacle et que je l'entends se marrer, ou parfois j'ai eu même eu l'occasion de jouer au Portugal, et quand je les vois se marrer, ça c'est une des plus belles récompenses en fait. C'est vraiment un très très bon moment dans votre spectacle que j'ai adoré. On va pas tout dire parce qu'il y a beaucoup d'intimité sur Ayoji, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est très très drôle. Pour conclure sur votre spectacle, Sandrine Saroche, il y a 2 moments aussi très forts. Notamment, vous parlez d'une psy qui vous a conseillé de faire une chanson pour le public dépressif. Et j'adore ce qu'elle vous a dit sur l'observation des personnes qui vont au théâtre. Est-ce qu'on a le droit de le dire ? Alors, elle dit en fait les amateurs de spectacles humoristiques sont des personnalités déviantes qui sont restées bloquées au stade anal. Alors évidemment, dit comme ça, c'est bizarre, mais c'est vrai que sur scène, ils s'y attendent pas, parce qu'en fait, je leur dis, je suis allée voir un psy, pas pour moi, pour vous. Et en réalité, c'est pas complètement faux. Et c'est surtout que j'ai participé à un colloque il y a 2 ans de psychiatrie. Non pas en tant que patiente ni en tant que soignante, mais en fait c'était pour les divertir, parce qu'ils sortaient du Covid et ils ont beaucoup de boulot, les psys en ce moment, et ça va pas s'arrêter, et donc et on s'est rendu compte qu'on faisait le même métier, qu'on avait envie que les gens aillent mieux. Donc quand je dis ça, c'est pas faux en fait. Je suis allée voir un psy, pas pour moi, pour vous, c'est pas faux. Mais bon, je l'ai pris aussi pour moi. Hein, voilà, je vais pas mieux que les autres. Vous avez écrit une chanson alors qui fait plaisir, parce que forcément on sort de là en sifflotant. Oui. Tant que t'es pas mort, sifflote pour voir le verre à moitié plein. Je vais pas vous demander de la chanter. Je vais dire aux auditeurs de venir vous écouter la chanter pour la siffloter avec vous, Sandrine Saroche, pour être dans la continuité de votre carrière. Je sais que vous êtes très très fière de quelque chose. Vous allez incarner de nouveau Antonio, le ministre du budget, dans Les Brigands d'Offenbach à l'Opéra Garnier pour quelques dates en juin et juillet. Une mise en scène déjantée signée Barry Kowski. C'est une aventure qui vous fait plaisir, on le sent, parce que vous dites sur scène, venez me voir. Ouais. Bien sûr que ça me fait plaisir. C'est au-delà de me faire plaisir, parce que jamais, même dans mes rêves les plus fous, j'ai imaginé un jour chanter sur la même scène que la Calas. Donc chanter à l'Opéra Garnier, surtout qu'il y a peu d'opérettes, il y a plus, en fait il y a quasiment plus que des ballets à l'Opéra Garnier. Oui. Et ça, franchement, Offenbach, Barry Kowski et le plafond de Chagall, franchement, 88 personnes sur scène plus l'orchestre, ça vaut le coup, ça vaut le déplacement. Vous jouez un homme, oui. Sandrine Saroche, oui. Vous qui avez une conscience féministe, ma transition. C'est ça, voilà. J'ai envie de dire. Vous avez quand même une conscience féministe, vous en parlez avec la loi du talon dans votre spectacle. Est-ce que du coup cela donne un joli relief à votre façon de jouer un homme ? Écoutez, en tout cas, ça m'a surprise au départ lorsqu'on m'a demandé de jouer un rôle d'homme, et je me suis dit que pour une fois que c'était dans ce sens-là, j'étais assez contente de faire ça, et enfin voilà, et donc on a transformé ce rôle de caissier, puisque c'était le caissier, en ministre du budget. Donc je suis la ministre du budget. Sandrine Saroche, on vous emmène au théâtre avec David Schweger. Au théâtre. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Sandrine Saroche. Comme vous le savez, Sandrine, ou pas d'ailleurs, je suis le monsieur théâtre de cette émission, en charge d'aller dénicher de quoi mettre l'offre culturelle de cette émission à votre goût. Or, la semaine dernière, avec Cécilia Cara et Damien Sarr, je vois Cyrielle qui rigole, j'avais fait du ton sur ton, de la comédie musicale sur de la comédie musicale. Alors aujourd'hui, je vais tenter un art certain du contre-pied. Cela car je me demande toujours, philosophiquement, si derrière chaque personnalité comique comme la vôtre ne se cache pas aussi une certaine gravité, une sensibilité à vif derrière le masque de la comédie, un clown qui pleure derrière le clown qui rit. Aussi me suis-je dit, pourquoi ne pas vous parler, pourquoi ne pas parler à la parisienne en vous, du one-man show, ou plutôt du seul en scène particulièrement réussi de Vincent Dedienne, qui s'est donné pour objectif de mettre en voix au Théâtre de l'Atelier le journal personnel du célèbre dramaturge Jean-Luc Lagarce.
Un journal mis en scène, on a un petit peu de mal à l'imaginer, racontez-nous quand même. Ben oui, mais c'est très réussi justement et c'est pourquoi je crois que ça vaut le détour. Le spectacle s'appelle d'une phrase du journal « Il ne m'est jamais rien arrivé ». Dédienne y prennent donc ses traits et sa voix pour donner corps et scène aux mots du journal du dramaturge. Son monologue, composé d'extraits tirés de quelques 23 cahiers manuscrits composant le journal de la Garce de 77 à 90, nous permet d'appréhender la personnalité singulière, écorchée, ironique, tout autant qu'emportée, sensuelle et sincère d'un des dramaturges majeurs des années 80 et 90. Résumant quelques 800 pages de vie ainsi composées à la volée, le spectacle nous laisse appréhender par le détail les découvertes littéraires, théâtrales et cinématographiques de la Garce, son désir d'écriture, le fossé douloureux qui se creuse insidieusement entre son itinéraire et celui de sa famille, ses rencontres sexuelles et amoureuses dans le Paris des années 80, à l'heure où la grande faucheuse décime le monde artistique sous le masque de cette nouvelle peste en acronyme appelée SIDA. Dédienne nous offre ainsi des moments de vie intime très poignants, très délicats, d'autant plus qu'ils sont mis en scène avec beaucoup de finesse. Un mot justement sur la mise en scène. Tout d'abord, dire qu'elle est bienvenue, cette mise en scène, car Dédienne et son habile metteur en scène, Johan Ibert, donnent par leur travail aux spectateurs l'occasion de revisiter une période tout aussi glorieuse que tragique de la production théâtrale et artistique française, qui continue d'irriguer nos scènes et nos réflexions. L'occasion pour chaque spectateur de revivre un agréable flashback parmi les stars et les artistes des années 80. On voit défiler, grâce à un ingénieux dispositif de projection évoquant le vert pâle des premiers écrans de Minitel, les réflexions de la Garce, certains de ses textes, quand ce n'est pas les visages des morts chers et célèbres, Coluche, Signoret ou encore Coltès et Copie, dont le dramaturge tient la rigoureuse chronique nécrologique. Le pari réussi, c'est de donner par tous les détails de la mise en scène à sentir une ambiance 80s, avec le vent de la liberté qui va avec et, comme dit, la part de tragique aussi. En conclusion, David. En conclusion, je dirais avec bonheur que c'est un très beau moment de théâtre, parfois joyeux, parfois grave, que je recommande d'aller vivre à tous les nostalgiques des ambiances des années 80, à tous les amateurs de théâtre aussi, dont ce spectacle révèle une figure majeure, et enfin à tous les esthètes, à toutes les Parisiennes, exigeantes et exigeants, car assurément ce spectacle et celui qui suit à 21h avec la mise en scène de Juste la fin du monde sont une belle réussite en matière de jeu et de mise en espace. Merci beaucoup David, et je rappelle qu'il ne m'est jamais rien arrivé de Jean-Luc Lagarce est avec Vincent Dedienne, mise en scène par Johan Ibert et puis joué au théâtre de l'Atelier du jeudi au samedi à 19h et ce jusqu'au 22 mars. Merci beaucoup David Schweger, à la semaine prochaine sur Radio J. À la semaine prochaine. Merci. Tout de suite, c'est le billet d'Annabelle Guéraud. Le billet du jour. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Sandrine. Dans cette chronique, c'est l'actualité qui nous accompagne. Allez, c'est parti. Rien de tout, oui, mais sur scène. Voilà un sujet sur lequel le Figaro s'est penché cette semaine. Un article dans lequel on vous interroge à côté d'autres artistes qui partagent cet humour sans langue de bois, comme Christophe Alévèque ou Régis Maillot. Un article dans lequel on apprend que depuis quelques années, les humoristes sont contraints à plus de prudence et donc à s'auto-censurer. La raison ? La folie des réseaux sociaux et de ses critiques. En lisant cela, on comprend alors que votre moment de liberté, c'est la scène. Et c'est encore mieux quand on n'a pas de captation. On a plus de liberté, on est sur l'instant, comme vous le suggérez au quotidien. Ah, la liberté d'expression. Elle en a pris un certain coup sur la caboche, hein. Cette liberté de parole qui se réduit en peau de chagrin me fait penser à l'arrêt des chaînes hertziennes. C8 et Énergie 12, fin des programmes prévus ce vendredi 28 février à 23h59. Oui, ce n'est pas une décision politique, hein. Tels étaient les mots du président Macron le samedi 22 février au micro de LCI, quand il a réagi pour la première fois à la décision de l'ARCOM. L'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Selon l'ARCOM, il était temps de renouveler l'offre télévisuelle. Les programmes de C8 et Énergie 12 étaient jugés trop similaires à celui d'autres chaînes déjà présentes sur la TNT. À la place, l'autorité a privilégié des chaînes offrant une nouvelle perspective et visant des publics jusqu'ici peu représentés. Non mais allô, fermer le canal hertzien à une chaîne comme C8 qui réunit quotidiennement jusqu'à 1,7 million de téléspectateurs face au JT de 20h de TF1 et France 2. Mais c'est foufou, non ? Attendez, si on faisait pause ? Et si C8 revenait ? Et si tout n'était pas une pirouette cacahuète, de la poudre de perlimpinpin stratégico-médiatico-politique ? Et si cette histoire acadabrantesque hertzienne marquait le début d'une nouvelle ère pour la TV sur Internet ? Qui sait, dans une poignée d'années, les chaînes seront 100% privées, on ne parlera plus de chaîne hertzienne et Tarcom, d'autres règles apparaîtront pour garantir peut-être la liberté d'expression.
Liberté d'expression toujours. Et en chanson, Sandrine, envie de vous faire un petit clin d'œil façon chansonnière avec une actu qui s'est déroulée cette semaine. C'est l'histoire d'une députée européenne étiquetée LFI qui s'est retrouvée devant une porte verrouillée, ridiculisée et obligée de se faire un aller-retour Bruxelles-Tel Aviv dans la même journée. Alors en chanson, on pourrait la raconter comme ça. Toi, tu orteilles et tu décolles, c'est ce qui se passe quand t'es refusé sur le sol. Israël est plus ferme que la France si tu as des agissements qui offensent. Interdiction d'entrer comme pour Ima. Alors un petit tour et puis s'en va. La 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 la. Voilà. Je suis pas une chanteuse, hein, ça s'est vu. Après cette brève interlude musicale, chère Sandrine, parlons à présent d'un sujet vieux comme l'humanité, la ménopause. Oui, la ménopause. Il en est question dans vos derniers spectacles. Je vous cite. Maintenant, je préfère dire mon âge que mon poids. Sur scène, vous nous parlez de la ménopause et c'est dommage, et notamment de la cellulite. On dirait de la faisselle moulée dans un sac poubelle. Et les bouffées de chaleur, les sécheresses et l'ascenseur émotionnel instantané, on en parle, hein ? En fait, la ménopause, c'est un peu comme l'adolescence. Pas de contrôle sur les manettes. On se transforme et c'est pas toujours pour nous plaire. Ah, et la ménopause. Il y a ces fameux conseils qu'on reçoit de tous les côtés. Tu devrais prendre du yam. Marche 30 minutes par jour. Du yoga. Mange moins. Arrête l'apéro. Les huiles de bourrache et d'onagre, c'est sensationnel. Tu verras. Stop aux injonctions. Les filles, vous savez quoi ? Et si la meilleure solution était d'en sourire, voire d'en rire ? Oui, c'est vrai quoi, on va pas pleurer. Ça va pas faire venir les années en arrière qui sont passées. Allez, sourions à la vie. Faisons comme Sandrine et comme Shirley Serban. Vous connaissez Shirley Serban ? Oui. Ah, Shirley, donc, pour nos auditrices et auditeurs, c'est une néo-zélandaise et sa passion, sa carrière d'artiste va débuter au moment du confinement. C'est à ce moment-là qu'elle découvre ce pourquoi elle est faite. Elle se met à écrire des chansons, chanter, s'enregistrer, des milliers de vues en quelques jours sur YouTube. Et parmi ses succès, il y a Menopause Rhapsody, parodie de la célèbre chanson du groupe Queen, Bohemian Rhapsody, qu'on a écouté là il y a quelques minutes. Et alors, quoi de mieux que de se quitter en sourire et musique avec Menopause Rhapsody, extrait. C'est hyper drôle. On pourrait la retrouver dans votre spectacle, je pense. Sandrine Saroche. Moi j'adore ce morceau que j'ai fait découvrir à beaucoup de gens d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Forcément, avec cette chronique, c'est un pont pour vous faire rebondir sur l'arrêt de la chaîne C8 et NRJ12. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sandrine Saroche ? C'est ce que vous venez de dire. C'est vrai que c'est. Je pense que je suis comme tout le monde. Je trouve ça très bizarre, quoi. En fait, moi, je suis pas. Alors, je vais vous dire, je ne regarde pas la télé. Je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. Donc, la suppression de la liberté d'expression est toujours une mauvaise nouvelle, d'où que ça vienne et quel qu'en soit l'objet. Donc oui, je suis comme vous. Voilà, je m'interroge et je trouve ça bizarre. C'est vrai que c'est, je ne veux pas dire que c'est soudain parce que ça a été petit à petit, mais est-ce que vous pensez que finalement, j'ai une sensation, c'est que NRJ12 paye pour C8 et qu'en réalité le grand puni c'est C8 parce que l'audience se retrouve ici et que finalement est-ce que la prise de position, la ligne éditoriale invoquée qui semblerait pour certains être d'extrême droite ou en tout cas ayant fait monter l'extrême droite peut être le prix à payer justement pour cette fermeture? Est-ce que vous y croyez vous à ça, Sandrine Saroche? Et honnêtement, j'ai pas, je me suis pas vraiment intéressée à cette question. Au pourquoi? Ouais, au pourquoi. Évidemment que c'est une décision politique. Enfin, c'est clairement une décision politique, mais je suis pas très très forte moi en. Il y a l'information et il y a le sous-texte. L'émission par exemple dans laquelle j'étais sur Paris Première s'est arrêtée parce qu'il devait y avoir par exemple la vente du groupe M6, etc. Et les tractations et en fait quand on a commencé à m'expliquer toutes les tractations entre les groupes, entre les trucs, et je me suis dit c'est hyper compliqué pour moi, c'est comme des maths en fait, et là j'ai les écoutilles qui se ferment et voilà, je n'ai pu que déplorer le fait que l'émission s'est arrêtée et que donc et que je peux plus faire mes sketchs que j'aimerais, et donc j'imagine que c'est la même chose ici. Il y a tellement de choses
et je suis pas du tout. Je déteste le complotisme, mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui nous échappent. Voilà, on a les infos en gros, et comme je suis pas du tout spécialiste, je déteste parler de quelque chose sur lequel je connais pas grand chose, et je pense que je connais rien à ce truc-là. Donc voilà, je trouve ça, je peux simplement dire, je trouve ça bizarre, et je sais que c'est que c'est politique, mais qu'est-ce que voilà, je ne peux rien faire là-dedans, donc. Oui, mais en tout cas, il y a quand même une certitude, c'est que c'est politique. Mais évidemment. Ça, c'est une certitude. Évidemment. Sandrine Saroche, on va passer à votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Et oui, comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et vous observez à ma gauche Christian Richaume qui a pris quelques notes et qui va donc faire votre portrait. Bonjour Christian. Bonjour Cyrielle. Alors, ma championne de la semaine, c'est Sandrine Saroche. Et quelle bonne idée! Et on la remercie de venir parmi nous, de venir chez les bonobos. Oula, il y a un message privé là. Non, pour les bourgeois non bohèmes. Je ne parle pas, bien sûr, pour nos auditeurs, des chimpanzés qui ont des petites façons différentes de régler leurs conflits. Mais nous sommes très heureux de vous recevoir dans cet Est parisien. Et on a vu dans ce portrait une avocate qui est devenue humoriste, avec une émancipation. Une émancipation par rapport à Toulon, par rapport à la Sandrine, qui est devenue Sandrine, et par rapport à sa famille, par rapport à son histoire. Une expression qui est devenue libre. On est passé de la CNIL à la scène. Un cadre moins rigide, avec de la créativité. Et puis, pour faire entendre sa voix. Et sa voix, en fait, juriste toujours, juriste un jour, juriste toujours. Donc vous êtes un peu le Lavoisier. Ça veut dire rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et vous avez transformé l'humour possiblement comme un moyen. Un moyen de dérision par rapport à la société, pour décrypter le réel. Comme vous l'avez dit, tout part du réel. Et puis pour analyser les opinions, les stéréotypes, les préjugés. Et quand ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Ce que l'on te reproche, cultive-le, c'est toi. Alors, il y a de l'intelligence émotionnelle, même si vous avez dit c'est complexe. Il y a cette grande sensibilité, cette affection pour le public, et puis pour capter les émotions et les sujets, pour tous nous réunir. En fait, c'est un peu comme la raclette. Ça réconcilie tout le monde. Mais faire savoir rire, c'est facile. Faire savoir rire avec intelligence, ça c'est tout l'art que vous nous proposez. Alors il y a aussi beaucoup de discipline, beaucoup de retenue, mais il y a aussi de l'hyperactivité. Et c'est là qu'on retrouve ce côté paradoxal. Ce côté précision dans vos choix de mots, dans votre son, dans votre tonalité. Mais il y a aussi ce côté désordonné. Ça veut dire une sorte de désordre, mais organisé. Et du coup, même quand vous êtes humoriste, vous êtes encore une avocate, avec la loi du talon. Donc j'espère que vous avez fait un marathon ici, pour nous rejoindre en Louboutin. Vous avez été voir un psy pour votre spectacle, pour lui demander comment nous rendre moins anxieux et moins déprimés. Et en fait, vous avez trouvé la solution. Avec votre spectacle, il n'y a plus besoin d'Exomil, plus besoin de Xanax, plus besoin de Prozac. En fait, c'est la théorie du rire. Et c'est une thérapie sans ordonnance. Alors avec vous, il faut dire à tout le monde d'aller voir votre spectacle, parce qu'avec vous et votre humour, c'est aussi efficace que le divan d'un psy. Merci beaucoup Christian Richaume. Je vous ai vu vous retourner à un moment donné sur le bordel organisé. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? Elle est bordélique, elle parle d'elle à la troisième personne quand elle dit ça parce qu'elle n'en est pas fière. Mais oui, je suis très 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 bordélique. Mais c'est toujours organisé et si on me range mes affaires, je ne retrouve plus rien. Donc laissez-moi continuer à être bordélique. Voilà. Ça c'est bien vu, merci beaucoup Christian Richaume, c'était très affûté comme radar, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes notre psychanalyste, auteur et thérapeute sur Paris 16e à retrouver sur richaume-psy.fr et bien sûr tous les jeudis. À la semaine prochaine sur Radio J. Avec grand plaisir. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Sandrine Saroche d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir pour votre spectacle à retrouver au Théâtre des Mathurins. C'est le jeudi, vendredi et samedi à 19h jusqu'au 29 mars. Après, on vous retrouve à l'Opéra Garnier au mois de juin et juillet. Merci pour cet échange. À la réalisation audio et vidéo cette semaine, Benjamin Arnaud et Ethan Anoukayev. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dès 15h avec une jolie surprise, Franck Tapiro, mais que nous recevrons non pas pour parler politique, mais pour parler artistique. Dans un instant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo, présenté par Marc Ezrati. Et dans un instant, le journal. Belle journée à toutes et à tous sur Radio J.